Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire qui a pour objet de vous présenter une méthode d'évaluation des impacts sociaux que l'INRAE, le CIRAD, accompagné par la société Vitropic, a mis au point ces dernières années. Alors, merci d'abord d'avoir répondu très nombreux à cette proposition de webinaire, puisqu'il y a plus de 150 inscrits, avec une diversité de parties prenantes très très forte, hein, qui va de la recherche et le développement jusqu'à des certificateurs, des producteurs, des importateurs, et des autorités nationales. Donc, un appétit assez fort, je pense, pour ce webinaire. Ce webinaire donc durera 2 heures et laissera une place très très importante au débat et à une séance de questions-réponses qu'on a voulu très longue, hein, qui, je l'espère, pourra durer au moins 1 heure. Alors, cette partie questions-réponses et débats sera organisée autour de 2 grands temps forts. D'abord, des questions d'éclaircissement au fur et à mesure à chaque fin de partie de présentation. Donc là, nos 2 collègues, Carolina Dawson, que beaucoup connaissent dans la salle, et Romy Chaïb, qui est une doctorante justement en ACV, en analyse du cycle de vie social, et qui, un petit clin d'œil, cherche un poste d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour avoir une chercheuse de haut niveau dans ce domaine. Je ferme la parenthèse. Donc, modéreront, on les remercie puisque nos 2 collègues modéreront les débats. Donc, une partie éclaircissement et puis une partie à la fin de la présentation où on va ouvrir un débat. Et donc, toutes les questions peuvent être posées en anglais, en espagnol et en français, non pas dans le chat, mais dans la session questions-réponses, à peu près au milieu de votre barre de menu, qui est réservé à cet effet. Donc, encore une fois, la consigne, c'est pas dans la discussion, mais c'est dans la partie questions-réponses. Donc, ce webinaire sera enregistré et diffusé dans les prochains jours sur le site fruitrop.com, mais on vous enverra le lien pour retrouver à la fois les présentations et la session de discussion. Le PowerPoint, donc le support de présentation, vient de vous être envoyé dans cette session Q&R, dans ce menu Q&R, en français et en anglais, ce qui vous permettra de suivre peut-être plus facilement les débats chez vous. Alors voilà pour les questions d'organisation. Je vais commencer, si vous le voulez bien, le cœur du sujet, donc qui est la présentation. Alors, pardon, excusez-moi, le programme déjà. Donc, on va être trois collègues à intervenir. Moi-même, bon, qui est agroéconomiste, analyste de marché et coordinateur des recherches et développements sur bananiers et plantains au sein du CIRAD, le CIRAD étant un institut de recherche sur les produits tropicaux, institut de recherche français. Je laisserai la parole à Anaïs Falk qui nous présentera le cas d'étude sur une plantation de bananes, donc l'application de cette méthode sur une plantation de bananes. Catherine Macombe reprendra la parole, ou prendra plutôt la parole pour nous détailler la méthode Neighbour et vous donner un petit peu les conditions d'application de cette méthode qu'on espère être utilisée très largement. Et puis on finira, j'aurai l'honneur de finir avec Catherine Macombe sur une diapositive de conclusion.
Donc, je vais rapidement introduire le sujet, mais je pense que comme vous êtes tous là, on va parler un peu le même langage. Je vais essayer de vous montrer un petit peu quels sont les enjeux de l'évaluation, notamment sur les aspects sociaux, autour de deux diapositives. Hein. Je vais être très court. Vous savez tous, hein, puisque vous êtes là, hein, c'est la preuve que il y a un certain nombre de moteurs de changement, d'injonctions, de réglementations qui font que les marchés agricoles, notamment agricoles, mais pas que, subissent des évolutions et sont contraints de se transformer et sont contraints de commencer leur transition, qu'elle soit sociale ou environnementale. Alors, je ne vais pas passer en revue tous les items qui sont présentés sur cette diapo-là, mais je dirais que la nature des moteurs et la nature des changements sont très différents. Elles peuvent aller de la réglementation à gauche de l'écran, où on a des réglementations de plus en plus impliquantes ou pesantes, je dirais, sur les filières, autour, évidemment, en Europe, du Green Deal, des clauses miroirs, de la nouvelle réglementation sur les due diligence, mais aussi de manière beaucoup plus basique sur des réglementations portant sur des produits. Et là, un petit clin d'œil aux producteurs de bananes, par exemple, une réglementation qui devra impacter la production sur la limitation, par exemple, des résidus de mancozeb à l'importation de bananes en Europe. La soft law, ça c'est toute la partie certification, label, collectif, qui pèse de plus en plus fort et qui oriente de plus en plus fortement les marchés. Des secteurs agricoles qui font face à des limites techniques liées au changement climatique, à la baisse de fertilité, à des maladies ou ravageurs invasifs. On le voit beaucoup, notamment en bananes, en agrumes, etc. Une conscientisation des enjeux, donc une demande plus forte d'année en année de produits de grande consommation durable et une implication des opérateurs dans ces filières durables. Et puis, un marketing qui, là, est déjà plus ancien, qui cherche à valoriser les efforts de transition que les entreprises mènent. Donc, pour répondre à ces injonctions, nous, on propose une méthode assez classique, hein, qui est une méthode en 3 étapes, un état des lieux, un diagnostic qui est partagé par les parties prenantes. Ça, c'est le point de départ indispensable pour pouvoir parler le même langage et pour pouvoir partir du même point de constat. La définition par différentes techniques d'objectifs atteignables et qui ont du sens. Et mettre à disposition des opérateurs, des acteurs de ces transitions, des indicateurs qui renseignent sur les impacts des changements. Et donc, je vais laisser la parole à Anaïs Falk, qui va vous présenter la méthode Neighbour, qui se base un petit peu, ou qui cherche à servir ce processus qui va du diagnostic à l'évaluation des changements dans les filières. Anaïs, je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, Anaïs Falk, doctorante de vie tropique et du CIRAD. Pour ma part, je vais vous présenter en fait l'étude de cas qui a été réalisée avec la méthode Neighbour sur une plantation de bananes. Je vais vous présenter des résultats qui sont en fait théoriques, puisque les vrais résultats sont confidentiels, mais ça va vous montrer en fait le type de résultats qu'on peut obtenir en utilisant cette méthode. Et ensuite, Catherine, dans un second temps, vous présentera en détail la méthode. Donc, tout d'abord, je vous plonge directement dans le sujet. Je vous montre l'histogramme que l'on peut obtenir, un exemple de résultat que l'on peut obtenir en utilisant la méthode Neighbour sur donc une plantation de bananes.
Je vais vous expliquer un peu 2 grands principes de la méthode pour que vous puissiez comprendre cet histogramme. Le premier principe, c'est qu'en fait, dans cette méthode, on définit le niveau de vie en fonction de l'accès à différents services. Donc, avoir un niveau de vie correct, cette méthode, c'est avoir un accès correct à différents services. On dit des services de base, des services basiques. Les services basiques, les services de base, pour nous, ça peut être par exemple l'accès aux soins, comme vous l'avez ici, mais ça peut être aussi l'accès à l'éducation, l'accès au transport, etc. Donc l'idée, c'est qu'on veut évaluer pour les travailleurs et leurs familles la qualité de l'accès à différents services, et on ne va s'intéresser qu'aux services qui sont importants pour ces familles. Donc la première chose, ça va être de savoir quels sont les services qui sont importants pour les familles. Ici, on a pris l'exemple de l'accès aux soins, mais on pourrait en avoir d'autres. Donc pour chaque service important, on aura un histogramme de ce type. Le deuxième principe qui est important dans la méthode, c'est qu'en fait, les familles, elles vont juger la qualité de leur accès aux services en fonction de leurs voisins, en fait, en fonction d'une norme sociale. Et cette norme sociale, c'est l'accès qui est jugé normal par consensus entre voisins. D'où le nom de la méthode Neighbor. On l'a appelée comme ça pour ça. En fait, on a une norme sociale, un niveau d'accès jugé normal pour le groupe social dans la zone que l'on étudie, qui va servir en fait de référence. Donc, ça va être vraiment la référence de l'évaluation. Et pour chaque famille interviewée, on va comparer leur accès au service au niveau de cette norme. Donc, pour être plus clair, je vais prendre cet exemple d'accès aux soins. Donc, pour l'accès aux soins, ici dans l'exemple, la norme sociale, ça va être avoir un accès à des premiers soins, c'est-à-dire avoir accès à un diagnostic d'un médecin et avoir accès à des médicaments, ainsi que d'avoir accès, dans un second temps, à un hôpital. C'est ce que vous voyez, en fait, qui est décomposé sur le côté en 3 niveaux. Niveau A en vert, niveau B en jaune et niveau C en orange. En fait, décomposer la norme sociale en 3 niveaux, ça nous permet de voir pour chaque famille, qui sont en abscisse ici, on peut voir pour chaque famille le niveau d'accès qui est atteint par rapport au niveau total, au niveau d'accès, au niveau de la norme sociale. Ici, vu qu'on a 3 niveaux, pour chaque niveau, la famille, si elle a accès, par exemple niveau A, accès à un médecin, si elle obtient ce niveau-là, elle a 1 point. Si elle n'a pas accès, elle a 0 point. Et on fait ça pour chaque niveau. Et donc, la norme sociale est égale à 3 points, comme vous pouvez le voir en haut ici. Donc, par exemple, si on prend la famille numéro 4 du site 1, elle a un niveau d'accès qui est égal à 1,5 sur un niveau total de 3. Alors, à quoi ça nous sert? Ça nous sert, en fait, à déterminer la partie qui est assurée ici, qui sont ce que nous, on appelle les gaps, donc le manque d'accès entre l'accès réel de la famille 4, 1,5, et l'accès qu'elle juge normal dans la zone, qui est égal à 3 points. Ça nous permet de quantifier le gap, de savoir ce qu'il représente au niveau, le quantifier, donc le comparer entre site 1 et site 2, mais aussi d'en connaître la nature. Et donc, ici, par exemple, si on regarde la famille numéro 4, il lui manque notamment l'accès à l'hôpital et elle a un problème au niveau de son accès aux médicaments. Donc, ces gaps, ça nous permet de voir où le progrès social est possible. Donc, tous ces principes, grands principes et cet exemple-là vous donne un premier aperçu de ce que peut donner la méthode. Et ensuite, Catherine va revenir sur chacun de ces points en détail pour que vous les compreniez bien. Donc, dans l'étude de cas que l'on a fait sur les familles de travailleurs de la plantation, on a réalisé ce type d'histogramme pour les différents services qui sont importants pour ces familles de travailleurs. On peut aussi, et c'est ce qu'on a fait dans l'étude de cas, en fait, créer des groupes différents. Alors, ce que j'appelle des groupes, ça va être ici le groupe 1, ça va être des familles qui vont vivre proche de la plantation, dans la zone d'influence de la plantation, et qui vont être constituées d'un travailleur. Ici, donc, on a 12 familles dans ce groupe-là.
Ensuite, on a le groupe 2, où on va avoir 12 autres familles qui vont être en fait des familles qui vivent dans la zone d'influence de la plantation, mais qui n'ont pas de travailleurs dans la famille. Et enfin, un groupe 3 qui vit dans une autre zone, qui sert de groupe référence, dans un cas où il n'y a pas de plantation. En fait, ça nous permet de pouvoir comparer pour un même service, donc ici l'accès aux soins, le gap selon le groupe d'appartenance de la famille et de voir en fait l'influence notamment de la plantation et de la plantation sur le niveau de vie des familles. Ce que l'on peut aussi faire avec la méthode Neighbour, c'est comparer des zones, puisque comme je vous disais, le groupe 1 et le groupe 2 vivent dans la zone d'influence de la plantation, alors que le groupe 3 vit dans une autre zone. On peut appeler ces zones site 1 et site 2. Et ce qui nous est arrivé dans l'étude de cas, c'est que entre les deux sites, on avait des normes sociales différentes, donc un niveau de référence qui était différent pour le même service. Donc, par exemple, ici, on peut dire que sur le site 1, la norme sociale, c'était avoir accès à un hôpital public et à un hôpital privé, alors que sur le site 2, c'était avoir accès à un dispensaire local et à un hôpital public. Et même si la norme est différente, on peut quand même comparer les deux zones, puisque ce qu'on compare, en fait, c'est le gap, c'est la zone hachurée. Donc, on va venir comparer le gap hachuré bleu et le gap hachuré vert. Donc, même si on a deux normes différentes, on peut comparer les deux sites. Voilà un peu le type de résultat qu'on peut obtenir. Je vais vous expliquer maintenant comment, concrètement, on l'a fait pour l'étude de cas. Alors, comment le faire sur le terrain? Comme je vous l'ai expliqué, on s'intéresse donc aux services qui sont importants pour les familles de travailleurs. Donc, la première chose à faire, c'est identifier ces services importants. On le fait grâce à des interviews, soit des interviews de parties prenantes. Quand on dit parties prenantes, ça va être des gens qui sont capables de s'exprimer sur le niveau de vie des familles qui nous intéressent, dans la zone qui nous intéresse. Ça peut être des représentants du gouvernement, ça peut être des médecins dans la zone, ça peut être des managers de la plantation. Tous ces gens vont nous aider à déterminer les services qui sont importants pour les familles. Les personnes qui vont nous aider aussi, c'est la plantation elle-même et son service RSE, puisqu'elle connaît bien la zone. Et c'est la plantation elle-même qui a pour but d'améliorer, de combler les gaps et de réaliser un progrès social. Donc, c'est important que la plantation et le service RSE soient bien impliqués sur le terrain. Ça permet aussi d'avoir accès à toutes les parties prenantes et aux familles que l'on veut interroger, car sinon, on ne pourrait pas le réaliser. Et enfin, on peut vérifier et identifier les services importants pour les familles en les interrogeant elles-mêmes, en allant directement interroger des familles. Une fois qu'on a une liste de services importants, on en sélectionne donc, on essaie d'en sélectionner un petit nombre parce qu'il y a un travail important quand même à faire derrière. Pour l'étude de cas que l'on a réalisée, on en a sélectionné 3, donc 3 services importants. Et ensuite, on va aller interviewer les familles directement. Alors, vous avez pu voir tout à l'heure sur les histogrammes qu'il n'y avait que 12 familles par groupe. Alors, vous pouvez vous dire que c'est très peu. En fait, on ne travaille pas en utilisant des statistiques. On travaille en utilisant ce que l'on appelle des échantillons sélectionnés. C'est-à-dire qu'on va venir choisir spécifiquement certaines familles pour qu'elles soient les plus différentes possibles en termes d'âge, de constitution de la famille, d'emploi, etc. Et avoir vraiment un panel de personnes très différentes. Et en fait, si elles s'accordent sur une même norme sociale, ça nous permet de valider avec beaucoup de robustesse les résultats. Donc, une fois qu'on a bien sélectionné les familles que l'on veut interroger, on leur demande en fait le niveau de la norme sociale pour chaque service. Donc là, ça va être en fait ce qu'elles pensent être l'accès correct dans la zone vis-à-vis de leurs voisins. Et ensuite, on leur demande leur niveau d'accès à elles. Le but, c'est comprendre exactement comment se décompose la norme sociale. Donc, c'est des interviews ouvertes, on essaie de vraiment comprendre ce que vivent les familles.
Et ensuite, on analyse les discours. Donc, on analyse chaque interview pour créer les histogrammes que je vous ai montrés tout à l'heure, pour montrer le niveau de la norme sociale, comment elle se décompose et le niveau atteint par chaque famille. Et l'objectif après, bien sûr, c'est d'en discuter avec la plantation, de restituer les résultats pour voir comment la plantation se positionne vis-à-vis des gaps identifiés pour chaque service. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut obtenir avec la méthode Neighbour et comment elle s'opérationnalise sur le terrain. On va ensuite passer je vais passer la main à Catherine Macombe qui va vous détailler la méthode. Peut-être qu'avant, je me tourne, il n'y a pas de questions, ok, pour le moment. Donc, je vais passer la main à Catherine sur le détail de la méthode. Merci Anaïs. Donc, bonjour, merci d'être si nombreux. Donc, moi, je m'appelle Catherine Macombe, je suis chercheuse à l'Institut national de la recherche en agriculture et environnement, l'INRAE, qui est un institut de recherche français. Et je travaille dans un groupe de recherche qui s'appelle ELSA, en analyse de cycle de vie social de type 2, pour ceux qui connaissent particulièrement l'ACV social. Et donc, j'ai le plaisir et l'honneur de diriger la thèse d'Anaïs Falk. Et donc, je vais poursuivre son brillant exposé en reprenant au début les objectifs et les principes de la méthode Neighbour, dont elle vous a montré, dévoilé les résultats acquis en 2002. Hein, c'est un terrain très récent. 2022. 2022, une vingtaine d'années près, c'est bon. Alors, les objectifs poursuivis avec la création de Neighbour, c'était d'arriver à créer une méthode d'évaluation du niveau de vie de familles d'ouvriers agricoles ou de petits paysans, et que cette méthode, elle soit applicable pour des filières mondialisées au sud, même quand il n'y a pas de marché, même dans des circonstances où il n'y a pas de marché pour certains services, ou quand la qualité de ces services n'est pas bonne du tout. Donc, il nous fallait une méthode capable de rendre compte de ces situations, même dans des conditions extrêmes, pour faire de l'évaluation. Donc, les principes de Neighbour, ce sont ceux que Anaïs a présentés tout à l'heure. On part de l'idée que le niveau de vie est correct si l'accès aux services de base est correct. Les services de base, c'est par exemple l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à un habitat correct, etc., etc. Et dans tous les cas, ce sont les intéressés qui vont identifier les services de base sur lesquels il faut se plonger, donc les services de base importants pour eux. Un deuxième principe, c'est qu'on va comparer l'ampleur des gaps, donc gap entre niveau d'accès aux services de base et normes sociales. Et donc l'évaluation, elle va se faire par rapport à la norme sociale définie par un groupe de voisins, d'où le nom de la méthode, comme Anaïs l'a souligné. Alors, la question importante, c'est comment évaluer les gaps. Eh bien, le gap, en fait, c'est la différence entre le niveau d'accès d'une famille à un certain service et le niveau de la norme sociale pour ce service. Donc, on peut juger du niveau, enfin, du gap pour une famille, c'est juste l'écart dont on vient de parler, mais on peut aussi juger du gap par une surface graphiquement, c'est-à-dire la surface qui est délimitée entre l'ensemble des familles et le niveau de la norme sociale qu'elles atteignent ou n'atteignent pas. Donc, ce gap concerne un groupe de familles données pour un service donné, et on peut l'évaluer aussi par la comparaison entre les niveaux de la moyenne de l'accès réalisé par les familles du groupe
et le niveau de ce qui est jugé normal par le groupe. Donc, c'est très contextualisé, puisque le niveau de la norme sociale, il est très différent, il peut être très différent d'un endroit à l'autre. Il ne concerne que le service sur lequel on travaille à ce moment-là. Et donc, on a de grandes nuances dans ce niveau de normes sociales. C'est extrêmement contextualisé. Alors, le but, bien sûr, comme on est très proche de la réalité sociale, c'est d'obtenir des résultats en proposant, par exemple, des contrats de progrès sur certains services au moins, pour faire progresser de manière très concrète, donc avoir de réels impacts sociaux, faire progresser de manière très concrète le bien-être social des familles en question. Donc, l'originalité de la méthode, on y reviendra tout à l'heure, c'est de prendre comme référence le niveau de la norme sociale locale, ce qui permet de faire des comparaisons entre pays, entre sites, entre modes d'exploitation, entre itinéraires techniques, entre tout ce que vous voulez, puisqu'en fait, on peut comparer les gaps, même quand la norme sociale du pays A, par exemple, n'a pas la même consistance, n'est pas de même nature que la norme sociale du pays B. Ici, on a un exemple fictif avec une norme sociale dans le pays A qui est l'accès gratuit à l'enseignement secondaire et une norme sociale dans le pays B qui est un accès gratuit à l'école primaire. On voit bien que les deux normes sociales sont différentes, mais nous pouvons, n'empêche, ramener ces deux normes sociales sur leurs données ici à une même ligne pointillée, parce que dans les deux cas, c'est le niveau jugé normal de manière consensuelle par la population du pays A d'un côté, du pays B de l'autre côté. Et donc, ça a un sens de comparer le gap A et le gap B, même s'ils ne se réfèrent pas à la même consistance, au même contenu de normes sociales dans l'un et dans l'autre pays. Alors, revoici l'histogramme, un histogramme théorique de l'accès aux soins pour 3 pays différents, pays 1, 2, 3. Voici hachuré en vert le gap, la surface des gaps pour le pays 1. Pour le pays 2, il est en vert plus clair et en jaune, presque en jaune, pour le pays 3. Il faut bien comprendre que voilà, ce sont les surfaces des gaps que l'on compare et aussi, comme l'a expliqué Anaïs, que l'on étudie parce que les gaps révèlent la nature précise de ce qui manque, de ce qui pose problème pour chaque service. Alors, une difficulté à partir des interviews, c'est de réussir à décomposer le service pour en extraire la norme sociale, bien sûr. Les gens ne disent pas la norme sociale, c'est ça. Il faut aller fouiller dans les interviews pour le découvrir. Dans les interviews, il y a des personnes qui disent qu'elles ont accès facilement à un médecin et d'autres qu'elles n'ont pas d'accès facile à un médecin. Voilà pourquoi on a ces deux possibilités. Dans les interviews, certains disent que leur accès aux médicaments est facile, d'autres qu'ils n'arrivent pas à avoir accès aux médicaments qu'on leur prescrit. Et puis, il y en a d'autres, ou les mêmes, qui se plaignent de ne pas avoir accès à un hôpital, alors que d'autres disent qu'ils ont accès à un hôpital. Et en combinant les parties qui sont jugées normales par les interviewés, on arrive à obtenir la norme sociale qui, dans ce cas, dans le cas présenté, combine l'accès à un médecin pour le diagnostic et les premiers soins, l'accès aux médicaments prescrits et l'accès à un hôpital.
ici, vous avez les 3 éléments qui composent la norme sociale. Bien entendu, les familles qui n'ont pas accès à un médecin, aux médicaments et à un hôpital vont se retrouver quelque part ailleurs dans cet arbre et n'auront pas les 3 points qui permettraient, dans ce cas, d'atteindre la ligne pointillée que nous avons vue juste sur la diapositive précédente et qui représente la norme sociale. Y a-t-il des questions? Oui? Des questions de... Compréhension? Vas-y, Il vas-y. y a une question dans la section questions-réponses où il nous demande quelle est la complémentarité avec le calcul d'un living wage. Alors, nous allons répondre à cette question dans une diapositive qui arrive bientôt. OK. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Pas pour l'instant. Merci, Caroline. Mais on peut juste rappeler qu'il y a une section questions-réponses et qu'ils peuvent poser toutes leurs questions par écrit. Voilà, en français, en anglais, en espagnol. En espagnol. Et il y a une autre question qui vient d'apparaître aussi. Ils nous disent que la méthode est très intéressante, mais à la fois très locale. Comment est-elle normable vis-à-vis d'un observateur extérieur? Parce que ce sont de nombreuses heures d'interview à prévoir pour chaque site. Oui. Donc, quel organisme peut assurer cette base de données qui, de plus, sera changeante? OK. Donc, on répondra à cette question dans la deuxième partie, OK. Puisque c'est vaste et on préfère vous présenter l'ensemble avant. Je t'en prie, Carolina. J'ai encore une autre question de compréhension. C'est comment sont sélectionnées les familles? Comment se fait cette sélection? Entendu. Tu veux répondre? Vas-y, je t'en prie. Alors, ce qu'on a choisi de faire, comme on avait des interlocuteurs du service RSE de la plantation qui faisait preuve de la plus grande bonne volonté, on a fait une liste de caractéristiques pour qu'ils nous choisissent les gens les plus divers possibles. On leur a dit, par exemple, on veut des célibataires et des gens mariés. On veut des gens avec enfants et sans enfants. On veut des gens qui ont une personne handicapée dans la famille et d'autres qui n'en ont pas. On veut des gens qui sont des ouvriers vraiment de base et d'autres qui ont des postes un petit peu plus gratifiants, on va dire. Par contre, on leur a demandé, pour le groupe 1, uniquement des familles avec des travailleurs de la plantation, au moins une personne travaillant dans la plantation. Et dans le groupe 2, qui était le groupe de leurs voisins, on leur a demandé qu'il n'y ait personne qui soit un travailleur de la plantation. Donc voilà, ils ont été sélectionnés grâce donc au service RSE, qui connaît le terrain, alors que nous, on ne le connaissait pas. Et ils sont passés par les chefs de village aussi. Il a fallu demander l'autorisation aux chefs de village pour pouvoir accéder aux différents sites quand même. Et on peut rajouter aussi qu'Anaïs, elle a interviewé les gens toute seule à leur domicile. Donc sans traducteur, sans représentant de la plantation. Et tout le monde parlait français en l'occurrence. Et elle était seule avec eux et les interviews duraient à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Pour compléter cette méthode de sélection vraiment des familles, ça permet de faire moins d'interviews que si on passait par une méthode statistique. Parce que si on utilisait une méthode statistique, on serait obligé d'avoir un très très grand nombre d'interviews. Alors que là, c'est une méthode qui est souvent utilisée dans les méthodes qualitatives, de vraiment sélectionner des familles diverses, les plus diversifiées possibles, les plus variées possibles. On a une autre question, c'est est-ce que ça peut être une norme sociale de ne pas avoir accès à un médecin, d'accès à des médicaments ou d'accès à un hôpital? Oui, alors on répondra aussi à cette question dans la deuxième partie, c'est tout à fait pertinent.
Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez étonnantes pour nous, occidentaux, sur le terrain, au niveau des réactions des familles, c'est vrai. Il y a une autre question de compréhension, c'est comment la norme est définie. Est-ce qu'elle est basée sur la législation ou la subjectivité expérience vécue des personnes interrogées? Là, c'est vraiment la subjectivité. Il n'y a aucun doute. Elle est définie à travers l'analyse des entretiens. Ce qu'ils vivent. C'est l'expérience. Tout à fait, oui. En fait, ça fait partie des points, et vous allez le voir dans la partie qui suit, qui est une originalité de la méthode. C'est-à-dire qu'on remet au centre les représentations des familles de travailleurs. On remet vraiment au centre les représentations de la population dont on veut évaluer le niveau de vie. On ne met plus de cadre occidental, de normes prévues pour une population qu'on ne connaît pas. C'est les personnes qui s'expriment et qui donnent leur représentation vis-à-vis de leur propre niveau de vie. Et donc, on a d'autres questions aussi. C'est comment la méthode attribue des valeurs pour définir des labels et des normes sociales. Ça, c'est beaucoup. On peut déjà répondre à Ouais, celle-là. donc ça, c'est la première partie et une deuxième partie. Mais... On va déjà répondre à la première partie, donc sur comment on attribue les valeurs. Oui. Vas-y, je t'en prie. Là, on a fait quelque chose de très simple, c'est-à-dire que pour chacun des services, on a décomposé chaque service en différents niveaux, parce que ça se passait de cette manière dans le discours des familles interrogées. Alors, pour, par exemple, le logement, il y avait 5 niveaux. 5 niveaux. Pour l'accès aux soins, il y avait 3 niveaux. En fait, le nombre de niveaux, il n'est pas prédéfini à l'avance. Donc, le nombre de points total pour une norme sociale, là, dans l'exemple qu'on vous a donné, il est de 3 points. Mais ça aurait pu être sur 5, sur 10, ça va complètement dépendre de la norme que l'on étudie. Ça, ce n'est pas un problème après pour comparer différentes situations, parce que même sur un même service, il est possible que dans un pays, on ait une norme sociale sur 3 points, dans un autre, elle est sur 5 points. Ce n'est pas grave, on va remettre tout sur un même nombre de points pour pouvoir comparer. Après, on a décidé de le représenter par des points, on pourrait le représenter par un pourcentage. Ça ne pose pas de problème. En fait, c'est la famille interrogée les familles interrogées, qui en décomposant le service global santé, par exemple, accès aux soins, va nous dire en combien de niveaux il faut séparer la norme sociale. Mais on ne peut pas le savoir avant, on ne le choisit pas avant. Et donc, la deuxième partie de la question, c'était est-ce que la moyenne d'une famille peut servir pour définir la moyenne au niveau d'un pays entier? Est-ce que considérer une médiane ne serait pas une meilleure mesure? Enfin, on ne travaille pas au niveau pays. Désolée. C'est tellement contextuel. Voilà, on va travailler à des niveaux, à des zones plus restreintes, puisque notre idée, c'est vraiment, et c'est la force de la méthode, on ne travaille pas à l'échelle du pays, on travaille vraiment à l'échelle de la zone d'étude, en fait, à l'échelle du groupe social qu'on étudie. Donc, on ne va pas pouvoir extrapoler au pays. Non. Une question encore sur la norme sociale. Est-ce que ça a du sens ou c'est possible de combiner les normes sociales subjectives avec des réglementations des pays? On peut toujours les comparer. Il n'y a pas de problème majeur. Simplement, quand on parle aux familles, ils appréhendent le service globalement. Ils comprennent très bien quand Anaïs demande « Comment faites-vous quand un enfant est malade ?» Ils vont tout expliquer. Or, il est très rare que les normes au niveau national portent sur un accès global aux services de soins, par exemple. La norme nationale, elle va plutôt porter, par exemple, sur un nombre de médecins ou une densité ou l'installation d'hôpitaux, mais
rarement sur le service global parce que ça n'est pas très pratique de travailler sur des services globaux au niveau d'une administration nationale. Voilà, c'est la limite qu'on peut imaginer. Mais sinon, il y a eu aussi, avant cette étude, on ne vous en a pas parlé, mais il y a eu une étude bibliographique des normes nationales dans le pays en question et de toutes les données sur l'éducation, sur l'accès à l'alphabétisation, sur toutes les données qu'on pouvait réunir pour savoir quand même comment ça fonctionnait. Encore une dernière question avant de passer à la suite. C'est est-ce que cette méthodologie peut être utilisée pour évaluer les moyens de vie de petits producteurs ou elle est uniquement applicable à des personnes embauchées par les plantations? Alors, c'est tout à fait concevable pour des petits producteurs et on va en parler un petit peu plus loin. Donc, passer à la suite. Merci, Carolina. Donc, nous voulions aussi vous présenter la position de Neighbour parmi les familles de méthodes, les méthodes qui font de l'évaluation. Alors, c'est Anaïs qui a fait ce très gros travail sur 3 bases de données, Google Search, Econlit, qui est plutôt économique, et Scopus. Et dans sa méthodologie, elle a sélectionné finalement 427 documents scientifiques, papiers publiés scientifiques, et elle a classé les méthodes exposées dans ces 427 papiers en fonction de familles de méthodes. C'est comme chez les animaux, il y a la famille, le genre, le phylum, etc. Donc ici, dans les familles de méthodes, on différencie les méthodes absolues des méthodes relatives. Dans les méthodes absolues, la proxy qui a été choisie pour représenter le standard de vie ne tient pas compte du standard de vie dans la société autour de la personne ou du groupe dont on regarde le standard de vie. Donc, dans les méthodes absolues en bleu, on ne tient pas compte de ce qui se passe dans la société, ni du point de vue standard de vie, ni du point de vue répartition de ce standard de vie. Dans les méthodes relatives que vous avez en vert, au contraire, on va choisir pour représenter le standard de vie une proxy qui tient compte du standard de vie normal dans la société environnante. Et c'est pour ça que ces méthodes en vert sont appelées relatives, parce qu'elles sont toujours relatives à ce qui se passe autour du point dont on essaie d'évaluer le standard de vie. Alors, parmi les méthodes absolues en bleu, nous avons mis ici le nom de quelques méthodes majeures historiquement, et vous voyez la référence en rouge en haut, c'est Morris en 2003, et qui est l'auteur des Monetary Budget Methods, c'est-à-dire des méthodes dans lesquelles on constitue un panier de biens. Ça peut être aussi un panier de nourriture ou un panier d'énergie. Vous le voyez un petit peu en dessous de la bulle en bleu foncé. Donc, on constitue un panier, très souvent de biens, et on regarde si la personne dont on évalue le standard de vie est capable, avec ses ressources, de se procurer ce panier de biens. Et vous voyez que dans ces Monetary Budget Methods, ici, vous retrouvez Maurice, d'autres auteurs, et puis, par exemple, les travaux de M. Anker. Dans les méthodes monétaires, vous avez aussi donc des méthodes basées sur la nourriture ou l'énergie plutôt que sur la monnaie, et puis des méthodes de ratio. Et l'autre grande famille à l'intérieur des méthodes absolues, c'est les méthodes de privation absolue et les méthodes de privation basées sur des scores physiologiques, dans lesquels on examine les individus, en particulier qui sont en sous-nutrition. Donc ceci, c'est vraiment très rapide.
il y a une publication qui détaille ces méthodes absolues et relatives et on vous affichera la publication un peu plus loin dans le PowerPoint. Donc, ceci, c'est pour les méthodes absolues, très rapidement parcourues. Et voici en vert les méthodes relatives. Donc, je répète, dans ces méthodes d'évaluation de la pauvreté, en fait, on tient compte de ce qui se passe autour de la personne ou de la famille dont on évalue la pauvreté. Alors ici, les auteurs importants et anciens sont Rowntree, qui est aussi un auteur anglais, pour les méthodes de budget relatives, cette fois. Ici, de la même manière qu'on l'avait pour les méthodes absolues, on a aussi des méthodes relatives basées sur la nourriture et aussi des méthodes basées sur des méthodes de proportion. Mais également, on voit surgir des méthodes de scoring de déprivation relative avec Townsend en 1979, qui a fait quelque chose qui était très inspirant pour Neighbour, et puis les méthodes consensuelles avec le professeur Middleton, là aussi une anglaise en 2000, qui a mis au point des méthodes dans lesquelles ce sont les personnes concernées, donc les pauvres, entre guillemets, qui définissent dans quels endroits il faut aller acheter les produits du panier qui les intéressent. Donc là aussi, on recherche un consensus. Alors, on va juste noter que la méthode Neighbour, elle s'inspire à la fois des Relative Deprivation Score Method, en particulier du travail de Townsend en 1979, et des méthodes consensuelles, et notamment du travail de Middleton et de Dubnoff aussi, le dernier des auteurs cités ici, qui avait remarqué l'existence de cette norme sociale locale pour l'accès aux services et l'accès aux biens. Donc, Neighbour, c'est la combinaison des méthodes consensuelles qui disent que la privation ressentie dans l'état de pauvreté, elle dépend d'une norme sociale. Et chez Middleton, la norme sociale, elle est fixée par les gens concernés. Et puis, du côté de Townsend, la privation dépend d'une norme sociale locale. Les gens peuvent être privés de biens ou de services. Et il n'y a pas besoin d'avoir la valeur monétaire de ces biens ou de ces services. Quand elle n'est pas disponible, on peut faire autrement pour évaluer. Alors lui, par un scoring, nous, par les gaps, on peut évaluer autrement le standard de vie. Donc, Neighbour considère les services sociaux de base importants pour la population concernée. Les services de base importants, ils sont choisis en fonction de la population enquêtée, mais aussi, nous n'avons pas encore insisté là-dessus, mais c'est vraiment important, des possibilités de progrès de l'entreprise. Anaïs avait détecté, grâce à l'interrogation de parties prenantes, 5 services importants pour les populations. Mais il y avait 2 services pour lesquels l'entreprise ne se sentait pas capable de faire quoi que ce soit parce qu'elle n'avait pas de levier d'action. Donc, l'entreprise dans laquelle a été faite l'enquête a sélectionné 3 services sur lesquels il y avait des possibilités de progrès, tout simplement. Et dans Neighbour, c'est la comparaison des gaps qui permet des comparaisons entre sites, alors que ça n'était pas un souci pour les méthodes consensuelles ni pour les méthodes de scoring de privation relative. Donc, les caractéristiques de Neighbour, c'est que la méthode approche le standard de vie, bien sûr, directement ou indirectement, que la méthode est adaptée à des situations où il n'y a pas de prix pour certains services. Donc, elle peut fonctionner sans présumer l'existence d'un marché, puisque vous avez vu que nous mettions des points par rapport à l'accès aux services. On peut utiliser un scoring ou autre. Neighbour tient compte des représentations des personnes concernées quant à ce qui est important pour leur niveau de vie, sans importer sur le terrain des préjugés venus d'autres sociétés.
y compris de préjugés tout à fait sympathiques et honorables. Mais on s'en tient aux représentations des personnes concernées, ce qui veut dire que forcément, la méthode tient compte des services environnement qui existent effectivement, parce que les représentations des personnes, elles dépendent de ce qu'ils peuvent voir à la télévision, bien sûr, mais les gens, ils sont réalistes, donc ça tient compte aussi de ce qui existe dans leur environnement, et ça, c'est très fort. Si on installe un hôpital, il va y avoir l'envie, le besoin d'aller dans cet hôpital. On l'a vu dans certains cas, quand l'hôpital est à peu près inaccessible, eh bien, dans les représentations raisonnables des personnes, il n'y a pas de demande de pouvoir aller à l'hôpital facilement. La dernière caractéristique, c'est de permettre des comparaisons entre des pays, des secteurs, mais sur des aspects assez fins, y compris quand les contextes socio-économiques sont différents. Ça, c'était vraiment notre objectif, de pouvoir réaliser des comparaisons, même quand les contextes socio-économiques sont très différents. Alors, tout à l'heure, nous avons eu une question pour comparer la méthode Living Wage et la méthode Neighbour. Les objectifs nous semblent tout à fait différents. La méthode Living Wage permet, à travers l'évaluation des salaires et des compléments de salaire, de se fixer l'objectif d'augmenter les salaires des ouvriers de la filière, alors que la méthode Neighbour, elle cherche à augmenter le niveau de service, des services, mais sans pouvoir dire que telle ou telle personne en profitera davantage. Donc, on est forcément à une échelle collective. Dans la méthode Living Wage, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est une méthode absolue. On veut donc déterminer des paniers de biens et de services, leur donner une valeur monétaire pour évaluer le living wage dans un pays donné, à l'échelle de ce pays. Alors qu'avec la méthode Neighbour, on veut déterminer les gaps d'accès aux services de base importants par rapport à la norme locale afin d'améliorer ces services. Donc là aussi, on n'est pas à la même échelle. Les intérêts de la méthode Anker, c'est que c'est une méthode chiffrée qui est probablement plus facile à utiliser comme indicateur et qui est rapide à calculer, en particulier dès que le pays propose un panier de biens de première nécessité standard. Les intérêts de la méthode Neighbour, c'est de fonctionner en l'absence de marché, c'était vraiment une condition sine qua non, de donner la parole aux gens concernés, donc travail à petite échelle, de hiérarchiser les besoins de service et de permettre des comparaisons service à service entre terrains différents. Donc, permet des comparaisons du même service entre terrains. Donc, pour nous, les deux méthodes sont complémentaires parce que leurs objectifs et leurs intérêts sont différents. Ce sont des méthodes tout à fait complémentaires. Y a-t-il des questions avant de passer aux différentes applications qu'on peut imaginer? Oui, alors il y a une question. Pourriez-vous préciser comment les différents acteurs d'une filière pourraient se saisir de ces méthodes pour faire progresser le niveau social des salariés petits paysans? Est-ce que tu veux répondre, Denis? Alors, je pense qu'on va d'ailleurs y répondre dans les différentes applications, hein, d'un point de vue. On va l'évoquer, oui. Ouais, on va l'évoquer un petit peu. Donc, on le fera. Je propose qu'on le traite après. Après, c'est une grande question. C'est une vraie grande question qui revient souvent. Qui est très importante, oui. Et il y a une autre question, c'est au sujet de l'étude de cas qu'a présentée Anaïs au début de la présentation, sur quelle a été la réaction de l'entreprise commanditaire de l'étude aux résultats. Je réponds. Vas-y, oui. Alors en fait, ça a été très intéressant parce que la première chose, c'est que ça a facilité le dialogue Oui. social interne. C'est-à-dire que les managers de la plantation ont, comment dire, c'est pas qu'ils ont appris des choses, mais
ils ont appréhendé, voilà, la situation différemment. Ça leur a permis d'en fait mieux cibler. En fait, ils réfléchissent à mieux cibler leurs actions RSE par rapport aux résultats qu'on leur a proposés. Ça a fait émerger en fait beaucoup d'idées d'actions pour combler ces gaps. Ils ont été très actifs et très proactifs dans la proposition de recommandations, dans la proposition d'action RSE. Ils ont objectivé aussi, grâce à ton travail, ils ont objectivé des idées un peu floues qu'ils avaient sur les impacts de leurs propres effets, parce qu'ils travaillent depuis de très nombreuses années et leurs initiatives sociales, elles partaient un peu dans toutes les directions. Là, ils ont pu recadrer et se concentrer sur ce qui était vraiment important. Oui, je veux rajouter, au final, si vous avez bien, je pense, saisi maintenant, parce qu'on vous en parle depuis 1 heure, que c'est une méthode contextualisée à un petit groupe très réalisé autour d'une plantation, loin de la plantation. En tout cas, on s'intéresse au ressenti de la population, au vécu de la population. Et l'évaluation, elle concerne des services. D'accord? Et donc, on est déjà, et c'est le travail qu'on ne vous présentera pas aujourd'hui, mais on est déjà dans le pas suivant, c'est-à-dire que le pas pour aller de l'évaluation jusqu'à l'action, il est beaucoup plus à franchir puisqu'on est déjà dans l'évaluation des services qui sont rendus ou qui ne sont pas rendus. Typiquement, sur la présentation de le cas d'étude, on peut, à partir du moment où il y a un accès déficient aux médicaments, ben voilà, on est déjà dans l'action, dans le plan de progrès. Donc ça, je pense que même si c'est un peu long, et on le verra, c'est pas si long que ça à mettre, à développer, ça facilite la mise en œuvre des actions actives sociales. Et pour compléter aussi sur la réaction au plus haut niveau, il faut dire qu'il y avait plusieurs études en cours en même temps, mais l'étude d'Anaïs était reliée au PDG de l'entreprise directement. Et quand nous l'avons rencontré pour restituer les résultats, l'intérêt donc au plus haut niveau était très aigu, hein, une très forte conscience de l'intérêt de la méthode, puisque l'entreprise nous a demandé de continuer sur ces autres plantations, et Anaïs part en juin pour une 2e étude, donc le mois prochain, pour continuer le travail sur une autre plantation. C'est bon. Alors, on va continuer. On a presque possible. Donc, a priori, ça s'applique très bien à des petits agriculteurs. Là, j'ai voulu représenter une flèche pour les apports de chacun des petits agriculteurs, en particulier s'ils sont organisés dans une organisation de producteurs, dans une coopérative, dans une SICA, mais aussi si l'on a, par exemple, une organisation non gouvernementale qui veut travailler avec eux. Les conditions, dans ce cas, pour réaliser des contrats de progrès, pour nous, ça va être d'abord d'identifier les normes sociales. C'est-à-dire que probablement, on n'aura pas la même homogénéité de normes sociales parmi les paysans apporteurs d'un groupement de producteurs, par exemple, que nous avons eu avec les ouvriers d'une plantation donnée. Mais c'est tout à fait faisable, simplement il faut avoir un partenaire SICA, coopérative ou ONG qui est décidé à réaliser des contrats de progrès pour améliorer le sort
de ces petits paysans, de ces petits agriculteurs. Il n'y a vraiment aucune raison pour que la norme ne fonctionne pas dans ce cas-là. Pardon, que Neighbours ne fonctionne pas dans ce cas-là. Il faut juste veiller à identifier les différents groupes sociaux et les différentes normes afférentes à ces groupes sociaux. Est-ce que Neighbours peut s'appliquer à d'autres secteurs que l'agriculture dans un pays en développement? Pourquoi pas? Travailleurs du textile ou d'autres secteurs, de la métallurgie ou n'importe. Le principal, comme toujours, ce sera la volonté de l'entreprise qui emploie ces travailleurs. Mais si elle veut réaliser des contrats de progrès, avec Neighbours, on peut repérer les services importants, exactement comme Anaïs l'a fait, en interrogeant les parties prenantes ou quelques familles, dans le cas où les parties prenantes sont trop difficiles à contacter. Et puis, on peut réaliser les interviews avec de l'échantillon sélectionné de familles pour identifier là où les normes sociales et pour identifier les gaps. Donc vraiment, ça ne s'applique pas qu'à l'agriculture, loin de là, il n'y a aucune raison de ne pas l'appliquer ailleurs. La question peut surgir aussi d'appliquer Neighbours dans un pays développé ou dans un pays émergent. A priori, on pourrait penser que ça n'est pas utile, alors qu'en fait, Neighbours s'intéresse à l'accès aux services, ce qui permet de vérifier ou d'améliorer l'accès aux services et de relativiser cet accès procuré par rapport à la norme sociale locale. Il existe bien des cas où des bénéficiaires potentiels d'aide sociale n'y ont pas réellement accès et Neighbours pourrait permettre d'explorer cette situation et d'être la première étape de remédiation. Voilà. En conclusion, Neighbours, c'est une méthode d'évaluation du niveau de vie des familles d'ouvriers, donc qui a été réalisée pour le premier test en moins de 6 mois. On compte pouvoir réaliser la deuxième étude en moins de temps encore. Donc 6 mois, c'est la totalité, hein, y compris le dépouillement et la restitution des résultats, qui a été testé pour les ouvriers d'une filière mondialisée au Sud, donc en 2022, qui a permis des comparaisons entre 3 sites, y compris quand les normes sociales étaient différentes, qui va générer des contrats de progrès sur certains services au moins, selon la bonne volonté et les moyens de l'entreprise pour laquelle cette étude a été conduite, et qui a beaucoup facilité le dialogue social interne à l'entreprise. Donc, les limites de cette méthode, c'est qu'il est absolument indispensable de s'assurer de la participation assidue de l'employeur ou groupement de producteurs ou ONG, enfin d'une organisation en tout cas, des petits agriculteurs, petits paysans ou des salariés. Il faut également trouver les familles et interroger qui demandent du temps et des accès privilégiés au terrain. Pour nous, c'est le service RSE de la plantation qui nous a procuré ces accès privilégiés. Bon, à mon sens, c'est vraiment un goulot d'étranglement pour la méthode. Si on n'a pas d'accès privilégié au terrain, on ne peut pas la réaliser parce qu'on n'arrivera pas à sélectionner l'échantillon de famille correct. Conduire les interviews demande un savoir-faire, mais qui s'apprend très aisément. Il faut faire quelques petits jeux de rôle et c'est bon. Et puis, pour comparer 2 sites ou 2 pays, il faut bien entendu traiter les mêmes services sur les 2 sites, les 2 pays. Et les gens que vous interrogez, ils ne vont pas forcément vous faire plaisir et choisir et sélectionner toujours les mêmes types de services d'un pays à un autre ou d'un site à un autre. Donc, Neighbours peut évaluer le niveau de vie de petits paysans, de travailleurs, de salariés et aboutir rapidement. C'est applicable à tout type de filière. Ça permet des comparaisons entre sites et le but est d'aboutir à des contrats de progrès
qui sont soit portés par l'entreprise de groupements de projets producteurs, voire une organisation non gouvernementale, soit aussi, le contrat de progrès peut être porté entre fournisseurs et donneurs d'ordre. Je te laisserai, Denis, on dira go. Hein. Nebourg est publié et accessible à tous. Les services RSE peuvent s'en servir pour réaliser des évaluations de l'accès aux services importants pour les populations dont ils veulent améliorer le sort. C'est une méthode compatible avec les exigences de due diligence, les certifications, les cahiers des charges entre fournisseurs et donneurs d'ordre. N'hésitez pas à l'utiliser. Merci Catherine et Anaïs et à nos deux collègues. Est-ce qu'on a des questions On va peut-être reprendre les questions. Voilà, on va peut-être reprendre les questions. On abordera aussi, puisqu'on l'a dit plusieurs fois, la question des contrats de progrès. Peut-être que c'est un sujet important parce que c'est un sujet qui nous a fait démarrer cette… Oui, c'est l'idée de départ. C'est l'idée de départ, c'était de se dire d'avoir une méthodologie qui était relativement rapide, pas trop chère, et sur laquelle on pouvait revenir suite à une modification des comportements sociaux, des investissements sociaux, donc une modification de l'environnement social du groupe fragile qu'on essayait d'évaluer. Et l'idée, c'est que si la méthode en phase de routine pourra sans doute se développer, être développée sur un terrain entre 4 et 6 mois, on va dire, c'est beaucoup plus simple de revenir 2 ans après, par exemple, si on juge qu'un investissement ou un changement va mettre 2 ans à commencer à donner des résultats sur le terrain, donc à changer le vécu des populations cibles. Hein. C'est vraiment ça l'idée, hein. C'est qu'on essaye d'être au plus près du terrain pour changer la vie des gens qui vivent dans la région, dans l'univers social dans lequel ils vivent, et pas du tout pour changer le niveau social d'un pays en entier. On n'a pas cette ambition-là. Pas encore. Voilà. Et donc, se rapprocher du terrain et pouvoir et être à même de manière relativement en réinvestissement de manière assez léger, revenir X années plus tard, parce que, encore une fois, on a évalué des services, et donc, je le redis, du service à l'action, il n'y a qu'un pas. Donc, c'est pour ça que il nous semble être intéressant de cette méthode, être intéressante entre des donneurs d'ordre, entre des fournisseurs et un distributeur, par exemple, parce que voilà, chacun a sa feuille de route, chacun a s'entendre sur un contrat de progrès, et la vérification, l'évaluation des changements qui ont été ou pas est relativement simple. C'est pour ça qu'on a parlé depuis le début de contrat de progrès, parce que nous, on fait des méthodologies pour que ça serve, évidemment. Peut-être sur les questions auxquelles on n'a pas répondu, il y avait notamment comment les acteurs peuvent s'en saisir pour un progrès social. Donc, c'est un peu ce que tu viens d'expliquer. Oui, tout à fait. Il y avait aussi comment rendre normable une méthode si locale. Donc, peut-être que l'un de vous veut répondre. Oui. On cherche à normer. En fait, ce qu'on peut imaginer, c'est que pour une filière, je pense que ça pourrait marcher davantage par filière que par pays, mais on peut imaginer que pour une filière donnée, on ait plusieurs études, prenons au hasard la banane, au hasard, on aurait plusieurs plantations
tenus par des entreprises différentes ou des groupements de producteurs différents qui proposeraient ce type d'évaluation et qui permettrait de dégager de dégager une référence pour la filière banane ou la filière cacao ou autre. Et à part ça, je ne pense pas que nous, on puisse extrapoler à partir d'une étude de cas. Il faudra plutôt une espèce de maillage du territoire dans différents pays sur une filière donnée. Oui, si je peux reprendre. Vas-y. Et encore une fois, pour nous, ce n'est pas la question. La question d'une normalisation, c'est-à-dire de passer d'un vécu social local à une normalisation qui implique, si c'est ça derrière la question, hein, qui implique une vision plus régionale, voire nationale, ça sort complètement des méthodes, ça sort complètement du scope des méthodes qu'on a cherché à mettre au point, puisqu'on vous l'a bien montré, les normes sociales dans une région relativement resserrée, à quelques dizaines de kilomètres, peuvent être assez différents, voire franchement différents. Donc normaliser, c'est-à-dire monter en généricité, au fait. En fin de compte, une normalisation, c'est un peu ça. Il ne me semble pas, en tout cas, ce n'est pas les méthodes adaptées. Je voulais revenir sur un point précédent et sur les contrats de progrès. C'est-à-dire que voilà, cette méthode, elle sert quand même, au-delà du geste scientifique, elle sert à mettre en place des mesures de remédiation. Et donc, ce qui est aussi intéressant, ce qu'on ne vous a pas présenté aujourd'hui, mais on a gardé une petite diapositive en supplément, et j'aimerais qu'Anaïs ou Catherine la présente, parce que c'est aussi, on est en capacité avec cette méthode, mais on n'en parlera pas beaucoup plus aujourd'hui, mais on est en capacité en plus à savoir qui peut faire avancer la norme sociale ou pas. Je te laisse peut-être la parole, Anaïs. Alors en fait, là, je vous ai mis un autre type de graphique. En fait, on peut aussi calculer pour chaque service les contributions des acteurs, des différents acteurs du territoire, de la zone étudiée, à l'accès à ce service. En fait, ça permet de voir, par exemple, la plantation, à combien de pourcentage elle contribue à l'accès au service, à combien de pourcentage la famille contribue, l'État ou d'autres acteurs, ou une ONG ou d'autres acteurs. Voilà, on peut faire ça pour à peu près chaque service, et ça permet à la plantation de se situer et de voir où elle peut progresser, est-ce que ça l'intéresse de contribuer plus à tel ou tel service. Voilà, je ne sais pas s'il y a autre chose à dire. On ne présentera pas plus que ça, mais c'est aussi une des choses qu'on peut faire en complément. Juste, il y a encore des questions auxquelles on n'avait pas répondu. Oui. Je ne me rappelle plus exactement la formulation, mais quelqu'un demandait quelle institution, quelle organisation peut porter ce type d'études longues qui nécessitent beaucoup d'entretien. Je commence à répondre, je vous laisse compléter après. Déjà, je pense que ce n'est pas une étude si longue que ça. Là, on l'a faite en moins de 6 mois, mais en effet, c'est parce que c'était la première fois. Je pense qu'on peut la faire en moins de temps et on va avoir l'occasion de le tester. Ça ne nécessite pas tant d'interviews que ça, puisque j'étais seule et j'ai réalisé une 50aine d'entretiens, mais j'aurais pu en réaliser moins. Là, c'est vraiment parce que c'était la phase de test. Il est nécessaire en gros entre 12 et 15 interviews de famille par groupe. Donc, si on s'intéresse uniquement à des familles de travailleurs, on peut interroger uniquement 12 à 15 familles pour tous les services qui nous intéressent. Donc, c'est très peu, ça peut aller plus vite que ce qu'on a fait. Et la preuve, une plantation peut le porter, mais ça peut être tout type d'acteurs.
comme le disait Denis, c'est construit de sorte à ce que ce soit accessible, et, que ce soit pas trop long, et que ce soit utilisable en fait. Parce que le but, c'est pas d'avoir une méthode longue uniquement qui intéresse uniquement des chercheurs. Le but, c'est que ce soit utilisé par les acteurs. Et le but aussi, c'est que les services RSE, des plantations ou d'autres employés d'entreprises ou des producteurs, des groupements de producteurs, soient capables de l'utiliser. Et c'est pas si compliqué que ça à apprendre. Donc, ça peut être aussi des formations directement aux acteurs qui sont intéressés. Oui, la Naïs a prévu de faire une formation pour le service RSE de la plantation que tu vas voir. Parce que le but, c'est que ce soit porté non pas par des institutions de recherche, mais autant que possible par les services RSE ou d'autres services des entreprises, groupements de producteurs et ONG intéressés. Certificateurs intéressés. Oui. Et justement, je ne sais pas si vous voulez compléter. Non. Je voulais revenir sur la question de la norme, enfin, le fait que ce soit normable ou pas, parce que je pense que derrière cette question, il y avait aussi une question de certification, de comment ça pourrait rentrer en fait dans une certification par rapport à ce qu'on voit avec le living wage, par exemple, en ce moment. Alors, je ne sais pas si vous voulez y répondre, je peux donner mon avis. En fait, ça ne va pas être générique, comme l'ont déjà expliqué Denis ou Catherine. On ne va pas pouvoir déterminer un indicateur pour un pays et dire à la plantation ou à tout type d'autres acteurs de répondre à cet indicateur. Mais par contre, on peut complètement faire du suivi d'accès aux services, c'est-à-dire faire un état des lieux, comme par exemple on l'a fait dans l'étude de cas, et comme l'a dit Denis, revenir quelques années plus tard et regarder si ça a progressé ou pas. Ça pourrait complètement être une sorte d'indicateur. Par contre, c'est sûr que ça nécessite un état des lieux de base qui sera différent pour chaque acteur qui veut être certifié, par exemple. Oui. Voilà. Si vous voulez compléter. Ouais, moi je dirais, comment dire, on a vu quand même une activité de certification qui, au fil des ans, ça fait quelques dizaines d'années qu'on traîne dans la filière quand même, qui est passée d'une généricité, c'est-à-dire les prémices, on va dire, de l'évaluation avec l'idée que c'était les normes du Nord qui s'appliquaient au Sud, donc avec des injonctions dans les cahiers des charges, dans les certifications, qui pouvaient tomber parfois, et je vais être gentil, qui tombaient parfois à côté de la plaque, à côté du vrai sujet. Et puis on a vu au fur et à mesure ces certifications, et récemment, certifications qui commençaient à contextualiser de plus en plus à la fois la filière touchée, puisqu'avant c'était multifilière, et à la fois aux régions, aux conditions de production, aux conditions de vie, etc., etc. Donc moi, je pense qu'on s'inscrit quelque part dans la sophistication, je dirais, mais dans l'amélioration, je vais lâcher le mot. On propose en fait une amélioration de cette vision des certificateurs qui doivent passer, pour le faire très simple, qui doivent passer d'une vision générique à une vision adaptée aux contextes environnementaux, parce que ça s'adapte aussi. Enfin, il y a d'autres méthodes sur lesquelles on évalue dans l'environnement aussi, social du pays ou de la région. Si on reste sur de la généricité, y compris nationale, il y a un risque de rater la cible. Et alors, on peut nous faire le reproche d'être justement trop contextuel et tout ça, mais c'est vraiment ça l'idée, c'est que c'est pas un reproche, c'est une force, c'est que partant du conceptuel, d'une focale très très serrée, on se dit que les actions de modification, les actions de remédiation auront un sens et auront des impacts positifs. Mieux ciblés. C'est ça.
Il y a encore une question à laquelle on n'a pas répondu, qui est, je pense, intéressante. Quelqu'un a posé la question de est-ce que ne pas avoir de médecin, par exemple, ça peut être une norme sociale? On a commencé à y répondre, mais je pense que c'est bien d'y revenir une dernière fois. Oui. Oui, ça peut complètement être une norme sociale. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour juger de la représentation que les gens ont de leur propre niveau de vie. On les laisse juger eux-mêmes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être ça peut, en première approche, ça peut choquer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la norme sociale, elle évolue dans le temps. Elle n'est absolument pas fixe. Et donc, quand on va augmenter le niveau de service, la norme va augmenter. C'est-à-dire qu'au départ, peut-être que les gens n'ont pas pensé à avoir un médecin, mais ils vont penser à avoir des médicaments. Une fois qu'on va avoir satisfait ce niveau-là de norme sociale, si on revient plus, leur norme sociale aura évolué, ils vont demander en fait plus. C'est prouvé, ça fonctionne comme ça. Donc, ce n'est pas pour nous inquiétant qu'au départ, la norme sociale ne corresponde pas à notre point de vue idéal et très performatif qu'on a l'habitude d'avoir sur le niveau de vie et le niveau de pauvreté des gens. Voilà, c'est pour nous, la force de la méthode, elle est aussi sur donner la voix aux intéressés. Quoi qu'on en pense, nous. C'est bon? Oui, allez-y, merci. Alors, nous avons une question sur la complémentarité des méthodes Neighbor et du Living Wage. Est-ce que pour l'entreprise dans laquelle vous avez réalisé le cas d'étude, les progrès à faire sur l'accès aux services vont main dans la main avec des progrès sur la rémunération financière directe payée aux employés? Alors, comme on le disait tout à l'heure, pour nous, c'est vraiment deux méthodes complémentaires. C'est-à-dire que nous, notre objectif ne concerne pas le salaire, ça concerne l'accès aux services. Ça n'empêche pas au sein de la plantation qu'il y ait des discussions sur les rémunérations. Donc, le dialogue, lui, a une place, le dialogue sur la rémunération a une place à part qui peut complètement se faire en parallèle de l'amélioration de l'accès aux services. Le point que je peux ajouter, c'est que aussi pendant que j'étais sur place, je n'ai pas empêché les travailleurs de s'exprimer sur les niveaux de salaire. Donc, j'ai écouté leurs revendications sans problème. Je leur ai juste expliqué que ça ne rentre pas dans le cadre de mon étude, mais ça ne m'a pas empêché d'en discuter avec le service RSE et les dirigeants de la plantation. Pour eux, il n'y avait pas de problème. De toute façon, voilà, c'est des dialogues qui sont en place et ce n'est pas incompatible. C'est complètement compatible. Oui, peut-être rajouter une petite chose par rapport à ça. Je pense qu'on l'a dit plusieurs fois aussi, la méthode notre méthode permet d'évaluer des services qui n'ont pas de marché. Donc, un service qui n'a pas de marché, forcément, on ne peut pas le payer, même si on est très riche. On est vraiment très riche pour se payer un hôpital, un transport scolaire, etc., etc. Donc, si vous voulez, le salaire pour nous, et comme l'a dit Anaïs, ça serait fou de dire l'inverse, c'est-à-dire que c'est une composante importante, mais ça peut être aussi considéré par nous pour un accès amélioré, c'est-à-dire que ça peut participer à la contribution, dont vous avez montré, de l'entreprise à améliorer l'accès de tel ou tel service si les surplus de salaire sont affectés à ces services-là, ce qui n'est pas déjà évident. D'accord? Donc c'est totalement complémentaire. Les salaires peuvent être un moyen d'améliorer son accès à son service. Ce n'est pas forcément la condition ultime. Et de toute façon, pour des sociétés ou des niveaux, enfin des organisations sociales qui n'ont pas, qui sont démunies en services marchands, ce n'est pas forcément la seule solution. Encore une question. La norme sociale évolue dans le temps
selon la situation spécifique des familles et selon le moment où l'interview est en train d'être menée. Donc, comment mesure-t-on le niveau du gap dans le temps? Eh ben, en fait, il faut venir réactualiser les résultats que l'on a obtenus. En fait, on fait au début un état des lieux et après, on vient suivre au fil du temps l'évolution de la norme. Après, une norme sociale, ça ne va pas évoluer du jour au lendemain. Ça évolue forcément très lentement puisque l'accès au service, il évolue lentement. Donc, forcément, ça prend quand même du temps. Donc, en fait, on ne va pas avoir des résultats complètement différents si, par exemple, cette année, je retournais faire l'état des lieux par rapport à l'année dernière, je n'aurais pas des résultats très différents. En fait. Ça va nécessiter plusieurs années avant que la norme évolue. Donc, ce n'est pas un problème, c'est juste qu'il faut revenir quelques années plus tard pour évaluer de nouveau cette norme. Il y a une question par rapport aux sources que vous pouvez partager pour qu'ils puissent utiliser la méthode. Oui, alors nous on partage tout. Il y a FruitRop. Je vous la mets maintenant, mais en fait, pardon, voilà. Donc, je vous mets toutes les informations sur la diapo de fin. Tout d'abord, il y a l'adresse mail de Denis Leuillet. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez lui écrire un mail. Mais en attendant, il va y avoir la vidéo du webinaire d'aujourd'hui qui va être disponible sur FruitRop en français et en anglais. Et on a aussi publié 2 articles qui détaillent assez bien ce qu'on fait. Alors, c'est sûr que c'est pas, ça donne pas la méthode clé en main. Il faudrait quand même un temps de formation, mais ça donne déjà beaucoup d'explications. Donc, le premier lien que vous avez vers le magazine FruitRop, où on a un article simplifié sur la méthode. Et on a le lien vers l'article scientifique qui a été publié, qui est en open access, donc tout le monde peut y avoir accès. Où là, vous allez avoir vraiment le détail de comment la méthode a été construite. Je pense que c'est... Ah, Denis, oui, pardon. Oui, non, mais très bien. Non, je ferai un complément. Si vous voulez, on n'a pas vocation au CIRAD à développer une expertise, pour le coup, marchande, en routine, si vous voulez. Donc, nous, on est à la recherche de partenaires qui voudraient développer ça en routine, parce que nous, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est de continuer la recherche et d'améliorer et de suivre cette méthode, cette évolution de méthode, puisque comme toute méthode, c'est à force de pratiquer qu'on va s'apercevoir de gaps, de trous, de points d'amélioration. Donc, nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est de continuer à travailler le sujet, mais en se nourrissant de cas d'études. Voilà. Et comme ça se fait dans les méthodes d'évaluation environnementale, nous, on considère être les papas-mamans de la méthode. Donc, on considère être garant d'une rigueur scientifique quant à son application sur les terrains. Donc, voilà. Donc, encore une fois, ce qui nous intéresse, nous, c'est que vous en saisissiez, qu'on puisse à un moment ou à un autre être partie prenante parce que ça nous intéresse de faire progresser cette méthode-là. Et puis, si un jour il y a une certification, etc., comme ça se fait ailleurs, encore une fois, être là pour dire, bon, ben voilà… la revue critique. La revue critique, ce qu'on appelle en science. C'est la méthode a dérivé, la méthodologie n'a pas été appliquée, ou il y a des dérives, etc. Voilà. Non, du coup, la question peut-être plus spécifique était en termes de méthode, donc de choix de famille, groupe et questions, quelles sources vous pouvez partager pour qu'ils puissent utiliser la méthode aussi? Les groupes. Comment choisir les familles, comment choisir les questions à poser, comment… Ah, d'accord, oui. Sur le côté pratique. On va déjà partager le webinaire, Oui. le support. Après, il faudrait… en fait, si vous avez cet intérêt-là, je pense que le plus simple, c'est de nous envoyer un mail
Et là, on détaillant. fera en détaillant votre demande par mail. Et comme ça, nous, on peut adapter notre réponse et en discuter ensemble de manière plus précise. Et de faire une offre. Et après, il y a 2 questions par rapport à la certification. Oui. Donc, déjà, comment est-ce que vous intégrez cette méthode dans une certification? Et est-ce que vous êtes en lien avec des organismes certificateurs? C'est toi, ça. Alors, nous, on ne s'intègre pas à la certification, c'est la certification qui va s'intégrer à nous. Non, c'était une blague. C'était une blague. Mais nous on délivre des méthodes qui sont validées sur le terrain. Ça c'est notre travail de scientifique. Et comme je vous l'ai dit, on aimerait bien qu'elle soit confrontée à différents terrains, différentes filières, différentes organisations sociales, etc., etc. Donc, différents utilisateurs aussi, puisque les perceptions, vous avez vu, c'est beaucoup basé sur des perceptions aussi, quoi, sur des analyses. Donc, voilà. Donc, nous, on serait très heureux à discuter avec un certain nombre de certificateurs pour expliquer la méthode et puis eux voir comment ils pourraient intégrer ça dans leur offre. Mais voilà, nous si vous voulez, on est dans notre rôle de centre de recherche français. On a mis sur la place publique, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on développe cette méthode, hein, Catherine. Et donc maintenant, on est heureux de la mettre sur la place publique et on est heureux surtout de pouvoir avoir dans le futur des partenaires sur lesquels on va pouvoir faire progresser ensemble cette méthode-là. L'histoire, elle commence, elle finit pas pour nous ici. Et es-tu en relation avec des certificateurs déjà? On discute, on va dire. Non, mais c'est très ouvert. Hein, c'est très ouvert. J'ai une question à laquelle vous avez déjà répondu, mais elle est revenue, donc ça vaut la peine de parler. C'est est-ce qu'on peut adapter cette méthode à d'autres calculs quantitatifs? Oui. Voilà, en trois parties. Oui. Est-ce que, comme par exemple la méthode du living wage, où votre méthode ne peut évaluer que l'accès aux services basiques? Et dernière partie de cette question, c'est est-ce qu'à un moment donné, la méthode prend en considération la réglementation, que ce soit nationale ou internationale? Ok. Je vais commencer, Catherine? Oui. Alors, on pourrait, je ne sais pas si c'est exactement la question, mais au point de vue des calculs de la quantification, on peut calculer, par exemple, des scores à partir des histogrammes réalisés par Anaïs. Puisqu'on a des points et qu'on a un certain nombre de familles, on peut faire des moyennes, des médianes, des écarts types, tout ce qu'on veut. Alors, je ne sais pas si c'est ça la question. Pour les contributions, ce que Anaïs vous a montré, tu peux peut-être le repasser là. Pour les calculs de contribution, on calcule des pourcentages de contribution pour chaque contributeur à un service, qui peut être une entreprise, une famille, l'État, les ONG, etc. Donc, je ne sais pas si c'est ça la question, mais en tout cas, oui, on peut tout arriver à tout quantifier si on en a besoin, par exemple, pour avoir des scores uniques, même sur un ensemble de services, pourquoi pas? On peut y arriver. Est-ce qu'on travaille uniquement sur les services basiques? Alors, on peut travailler sur des services non basiques. On peut travailler sur des services qui ne seraient pas importants, aussi importants que les services de base pour les populations. Mais bien sûr, nous, ce n'était pas notre objectif. On cherchait avant tout à créer des contrats de progrès, donc pour vraiment les éléments de base importants pour les populations. Mais sinon, évidemment, on peut interroger les gens sur autre chose. Et puis, pour ce qui est de la réglementation internationale, comme on l'a dit, Anaïs a fait une bibliographie sur l'état des lieux national avant de se lancer sur le terrain. Par exemple, pour savoir si dans ce pays-là, c'est l'État qui finance
les écoles ou si les entreprises peuvent contribuer, puisque ça dépend des pays. Mais on ne va pas au-delà, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les besoins des familles sont très fins sur la décomposition du service, et on les interroge sur l'accès aux soins, par exemple, globalement. Or, il est très rare de trouver une politique d'accès aux soins global. Donc, on n'est pas sur les mêmes niveaux, ce qui nous empêche comment dire, qui nous empêche quand même de rapprocher, d'en faire quelque chose, quoi. Il y avait une partie de question sur le living wage. Oui, c'est est-ce qu'on peut adapter la méthode à des calculs comme celui du Comme- living Ah, wage? d'accord. Ouais. Ok. Pardon. Donc, on peut, oui, on pourrait nous proposer un score. Mais par contre, on ne calcule pas un salaire. Non, mais non, Voilà. on pourrait Juste- calculer. On peut calculer un score avec l'accès au Un service. score par site, un score par groupe, ça, il n'y a pas de souci. Il y avait une autre question, c'est typiquement, cette méthode pourrait servir à évaluer l'utilisation de la prime développement du fair trade, par exemple. Alors, la prime de développement du fair trade, si elle est affectée au développement d'un service précis, on peut le faire. Si la prime elle est versée comme un salaire, on ne pourra pas. C'est ça, on évalue les services. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que ce soit la prime au développement ou le surplus de salaire, c'est un moyen. C'est un moyen d'amélioration sociale s'il est affecté à des services qui manquent. Sinon, c'est considéré. Sinon, nous, on n'attrape pas cette. Voilà. Sûrement, ça améliore la vie des gens, mais on est incapable de l'évaluer parce que quand les gens touchent un petit supplément de salaire, ils ne l'affectent pas tous à la même chose. On ne peut pas le saisir. Du coup, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Est-ce qu'il y a une autre question à laquelle on n'avait pas répondu? Non, on a répondu aux questions. Ok. Alors, moi, on me signale que le lien du DOI ne fonctionne plus ou pas. Et donc, on renverra à tous les inscrits le bon lien, voire même la. Ah bon? Je renverrai tout par mail. Avec le mail avec lequel vous êtes inscrit, j'enverrai les liens et le support de présentation à ces mails-là. Donc, désolé pour le lien qui ne fonctionne pas. Envoyer le DOI. Ouais, alors, merci. Romy a renvoyé Je peux le mettre sur la conversation de tout le monde comme ça. le DOI, voilà. Et puis, on renverra à ceux qui se sont inscrits mais qui n'ont pas pu venir. Écoutez, si tout le monde en est d'accord, s'il n'y a plus de questions brûlantes, après les questions subsidiaires, je les recevrai, puis je les diffuserai auprès de mes collègues. En tout cas, bon, voilà, on voulait vous remercier chaleureusement d'avoir participé à ce webinaire, qui est un peu une première pour nous. Donc, on espère que le format vous a convaincu. Donc, vous avez, je vous rappelle, les 2 documents PowerPoint en français et en anglais qui ont été envoyés, qu'on vous renverra et qu'on mettra sur le site Freetrop. Carolina, experte en vidéo, vous mettra sur le site Freetrop un lien dans les jours qui viennent de l'enregistrement de ce webinaire. Et puis, encore une fois, saisissez-vous de cette méthode, challengez-nous, on est là pour ça, et surtout utilisez-la, parce que on a fait ça pour créer un bien commun. Donc voilà, elle est disponible, et nous aussi, on est disponible pour aller plus loin avec vous. Je vais remercier mes collègues. Merci Romy, merci Carolina, merci Anaïs, et merci à Catherine. Merci Denis. Ça
fait plus de 15 ans qu'on bosse sur ces méthodes-là, donc on est assez heureux de vous l'avoir présenté aujourd'hui. Allez, merci beaucoup et à bientôt pour la méthode Neighbor 2. Voilà.